Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de cette émission, après les débats enflammés sur la taxe Zuckman, le MEDEF hausse le ton. Les patrons en ont marre de passer pour des profiteurs et des nantis pour faire passer le message. Ils ont décidé d'organiser un grand meeting, ce sera le 13 octobre prochain à Paris. Dans un instant, on revient sur cette mobilisation plutôt inédite avec Fabrice Le Sachet, c'est un des vice-présidents du MEDEF. En novembre 2023, le jeune Thomas Perotto décédait dans un bal à Crépol, victime d'un coup de couteau. 2 ans après, on ne sait toujours pas qui est l'auteur du coup mortel. Pour faire émerger la vérité, la justice a lancé une reconstitution numérique. Timothée Delem est justement à Valence où se déroule cette reconstitution numérique. Il nous en parlera tout à l'heure. Pour terminer l'émission, place à une enquête incroyable, celle d'un pilote de ligne qui a enquêté sur le fret aérien. François Suchel raconte toutes ces marchandises qui passent au-dessus de nos têtes, des fleurs, des poissons et même des chevaux de course. Un ballet étourdissant. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Fabrice Le Sachet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes l'un des vice-présidents du MEDEF et l'un des porte-parole. Le lundi 13 octobre, le MEDEF organise un grand meeting. C'est plutôt inédit, cette mobilisation. Quel est le but de cette manifestation, Fabrice Le Sachet ? Oui, alors ça a déjà existé dans le passé. On s'est mobilisé lorsqu'il y a eu les 35 heures. Il y a eu plusieurs grands meetings. Nous, on prend la parole quand on pense qu'il y a un besoin. Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, les Français attendent la parole des entreprises dans le débat public. On entend beaucoup de choses dans ce débat public. Et aujourd'hui, c'est un moment important, c'est un moment de bascule, parce que les choix qu'on va faire engagent notre avenir. Est-ce qu'on va aller vers plus de déficit ou moins de déficit ? Est-ce qu'on va, freiner le développement et la croissance des entreprises ou au contraire l'accélérer ? Est-ce qu'on va continuer la trajectoire de création d'emplois où on va plutôt avoir plus de chômage et revenir, si j'ose dire, à des précédents et à une situation des années passées ? C'est les choix qu'on va opérer maintenant qui feront qu'on sera plutôt dans telle ou telle direction. Et donc nous, on veut prendre la parole pour dire qu'il faut en France que l'initiative privée, la libre entreprise, le secteur marchand, le secteur productif puissent continuer à créer en France, ce qui a été le cas ces dernières années. Oui. Il faut le faire plus dans un contexte de concurrence internationale qui est très, très acharné et exacerbé. Vous me parlez de contexte international, c'est pas quand même un peu les débats récents sur la taxe Zuckman, le retour qui était dans l'air de l'ISF, qui vous ont donné aussi envie d'organiser cette manifestation ? Non, ça fait quelques temps. Alors, c'est évidemment des catalyseurs ou j'allais dire des totems un peu symboliques, mais au-delà de ça, ça fait quelques temps qu'on voit dans le débat public fleurir le concours Lépine de la taxation, où qu'on voit des promesses de la parole publique du gouvernement qui ne sont pas traduites. On avait dit qu'on continuerait à baisser les impôts de production. Vous savez qu'on a toujours, selon les estimations, entre 5 à 7 fois plus d'impôts de production sur le produit en France que nos voisins d'outre-Rhin. À un moment donné où les autres pays européens accélèrent, le Portugal baisse sa fiscalité, l'Espagne a de la croissance, l'Italie réduit les finances publiques, l'Allemagne, dans une coalition avec les socialistes, met 44 milliards de subventions pour aider les entreprises. Dans ce moment précis, et on connaît les droits de douane américains et les surcapacités chinoises, dans ce moment précis, nous, en France, on a l'impression peut-être de vouloir revenir aux vieilles lunes des années 80 qui ont conduit notre pays, excusez-moi, à la catastrophe, à la désindustrialisation. C'est les gouvernements socialistes, c'est ça ? En partie, oui. C'est-à-dire la politique du coup de marteau fiscal qui a fait qu'en France, on a une base industrielle aujourd'hui bien moindre que nos voisins italiens, suisses, allemands. Ça, c'est un problème pour notre pays et on en paye les pots cassés depuis des décennies. Qu'est-ce qui vous a énervé, vous, récemment ? C'est donc ces histoires d'impôts. Patrice Martin, le patron du MEDEF, a évoqué, je le cite, des théories dangereuses qui circulent dans le débat public. C'est vrai que si vous parlez de la taxe Zuckman, mais qui a priori n'aura pas lieu, on a l'impression d'être un peu les souris de laboratoire du professeur Zuckman qui sort une taxe sur la valorisation virtuelle des entreprises et fluctuante. Et on a l'impression que
plus le débat se déroule, plus ils inventent face aux objections des solutions. On lui dit, mais attendez, vous allez prendre 2% virtuels à des gens qui gagnent même pas la somme des impôts que vous allez demander. Mais c'est pas grave, ils ont qu'à emprunter. Oui, mais je suis fondateur d'une start-up, j'ai pas d'argent, je vais emprunter à qui? Qui va me prêter? Ah, bah c'est pas grave, vous pourrez donner vos titres à l'État en nature. Oui, mais ça veut dire que chaque année, l'État va prendre 2% de ma boîte au capital. Donc moi, je crée une boîte pour, au bout de 10 ans, avoir l'État à 20%. Bah, écoutez, c'est vraiment pas sérieux. Il n'y a qu'en France qu'on a ces débats-là. Et pendant ce temps-là, on perd du temps parce que les vrais sujets qui nous sont rappelés, c'est les dégradations de la note, c'est la dette qui augmente chaque minute, chaque jour, chaque heure. C'est ces dépenses publiques qu'on n'arrive pas à réduire, on n'arrive même pas à les modérer, à modérer la hausse. Et donc, si on ne fait pas ça, eh ben, on sera des esclaves de nos créanciers. On sera pas libre, on sera pas indépendant, on sera dépendant des importations, on sera dépendant des économies qui pourront dicter leurs lois, des États-Unis, de la Chine, d'autres. Et nous, au MEDEF, on est des gens qui investissons en France, qui croyons en notre pays, qui aimons notre pays, et on a envie que notre pays tienne son rang. Et on a envie qu'il y ait un avenir pour notre pays. Qu'est-ce qui va se passer ce fameux 13 octobre? C'est ce qui va être dit. J'ai été voir sur votre site. Vous parlez de le moment est venu de relever la tête, de se faire entendre. Vous étiez, vous les patrons, les chefs d'entreprise, trop timides, trop honteux. Qu'est-ce que signifie cette phrase? Non, mais c'est très simple. C'est qu'en France, on a quand même une difficulté avec la réussite. C'est quand même pas un propos de café du commerce. On sent bien que dans la société française, il y a une difficulté à accepter la réussite. Vous regardez les plus emblématiques entrepreneurs français aujourd'hui, que ce soit un Bernard Arnault, il est attaqué systématiquement. 40 000 salariés en France, 110 ou 120 manufactures de créer, mais c'est pas suffisant. Et alors on dit oui, il aurait été aidé, etc. Excusez-moi, quand Bernard Arnault a commencé dans son business, ces entreprises c'était des PME et il y avait des concurrents chinois, italiens, anglais, japonais, américains, et rien ne prédestinait les entreprises françaises, comme on l'entend ici ou là, à être les leaders incontestés du luxe. C'est par le travail acharné de ces équipes, c'est par la vision stratégique, c'est par les montages financiers. Ils ont réussi. Moi, je dis bravo. Et ils ouvrent des manufactures dans des petites villes. Et il nous faut plein de Bernard Arnault. C'est ça. On doit se concentrer là-dessus. Ce nivellement par le bas, cette espèce de partage de la pénurie. Mais parce qu'on parle que de la pénurie, on a l'impression d'être en URSS. C'est incroyable. Alors, il y a des problèmes dans le pays. Les salariés n'arrivent plus, pour un certain nombre, à vivre de leur salaire. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un constat d'ailleurs qu'on partage. Nous, on n'arrête pas. Cet écart, justement, entre le salaire brut et le salaire net, ça, c'est un vrai sujet. Vous avez des propositions, vous, Bien sûr, là-dessus, mais pas que ça. Parce que le salaire que perçoivent les salariés, il a été grignoté par ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Le logement, ça fait des années qu'on dit qu'il faut construire. Pourquoi on n'a pas les agréments? Ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. On pourrait construire beaucoup plus. Les transports, l'énergie, l'alimentation, il y a un certain nombre de sujets. L'Internet, c'est des dépenses contraintes. Donc le budget arbitrable diminue. Et donc pour aller au restaurant ou pour partir en vacances, il n'y a plus d'argent. Néanmoins, sur les fiches de salaire, l'écart est très important entre le brut et le net. Plus cher. Nous, on augmente les salaires. Il n'était pas comme ça il y a quelques années. C'est vrai. Nous, on augmente les salaires plus que l'inflation. Et pourtant, les gens perçoivent de moins en moins, parce que l'écart entre les deux, ce sont les cotisations pour la retraite, pour la sécurité sociale, pour la famille, pour les accidents du travail. Ce qui relève du monde professionnel, on peut l'entendre, accident du travail, maladie professionnelle, c'est pas illogique, mais la famille, la sécurité sociale, ça devrait être la solidarité nationale. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait autant de poids sur le secteur productif et beaucoup moins sur la consommation? On se retrouve dans une situation où le Made in France est pénalisé et où on importe 2/3 de nos biens manufacturés. Donc, il y a un moment donné, et c'est ce qu'a proposé Patrick Martin, il faut revoir l'ensemble du financement de la protection sociale. On ne peut pas rester avec un système qui date de 1945, qui a été à peine revu, avec le choc démographique qu'on connaît. Excusez-moi, mais autour de nous, les autres pays sont confrontés aux mêmes choses et ils arrivent à faire des réformes de façon consensuelle. J'ai lu aussi votre invitation du 13 octobre. Est écrit « Soyons fiers d'être les vrais insoumis, ceux qui ne se résignent pas ». Vous êtes un petit peu taquin au MEDEF, non? En parlant de vrais insoumis, vous ciblez les insoumis? Non, mais parce que je dirais que le critère d'insoumis, il s'applique aussi à nous. Parce que nous, on se bat.
On se bat face, encore une fois, je l'ai dit, aux surcapacités chinoises. Vous croyez que c'est facile d'aller arracher des contrats, de se battre sur les marchés en Indonésie, au Nigeria, au Brésil? Vous pensez que c'est simple tous les jours de remettre des offres et d'être mis en cause? Vous pensez que c'est simple de se taper des normes qui ont explosé, l'excès de réglementation, 850 nouvelles obligations entre 2017 et 2022 qui viennent par exemple de l'Europe, mais il n'y a pas que l'Europe, la France en rajoute tout le temps. Vous pensez que c'est facile? Donc oui, il faut un côté rebelle et insoumis pour envisager d'entreprendre, de créer, de développer ces activités en France. Et ceux qui le font, ils n'ont pas à être insultés. Alors peut-être que si des gens les aiment pas, on n'est pas obligé de leur remettre des médailles, mais en tout cas, ils n'ont pas à raser les murs. Ils sont dans leur pays, ils sont sur leur terre, ils n'ont pas à envisager de s'expatrier parce qu'on a des politiques totalement ubuesques fiscales. Je suis désolé, il faut qu'on prenne la parole pour dire ce pays, il est autant à nous qu'aux autres. On est tous dans le même bateau et on doit s'en sortir collectivement. Mais notre voix n'a pas moins d'importance que la voix de ceux qui parlent plus fort dans le débat public. Votre slogan, c'est « Faisons gagner la France ». C'est toutes ces normes, notamment, qui empêchent que la France gagne sur le plan entrepreneurial. Mais écoutez, la France, elle a d'une certaine partie gagné ces dernières années. On a réussi à baisser le chômage de 12% à 7%, excusez-moi, et de créer 2 millions d'emplois nets. Donc ça a fonctionné. On a réussi à avoir un solde net d'usines positif. Alors on a arrêté l'hémorragie de la désindustrialisation, même si on est resté à 9 points de PIB, 10 points de PIB, et que c'est pas glorieux. On a arrêté l'hémorragie. On a créé des postes d'apprentis. On est passé de 300 000 à 1 million d'apprentis. Et tout ça a été permis justement par une politique plus intelligente d'attractivité, par une politique où on a fait en sorte que les capitaux se flèchent vers la France avec justement cette flat tax, ce prélèvement forfaitaire unique. Et ça a eu des résultats positifs. Et aujourd'hui, c'est la mauvaise analyse, le mauvais constat ou le mauvais combat de dire « Attendez, il y a eu un dérapage des finances publiques, c'est à cause de cette politique. » C'est l'inverse. Cette politique, elle a ramené de la recette fiscale. Ce qui ne va pas, c'est le niveau de dépenses qui est incontrôlé. C'est ça ce qui ne va pas en France. Qu'est-ce qui va se passer justement? Qu'est-ce qu'on va entendre? À quoi va ressembler au moment où on se parle de ce fameux meeting du 13 octobre? Combien de personnes attendez-vous? Alors, on espère remplir l'aréna de Bercy, donc je crois que c'est un peu plus de 13 000 personnes, et c'est bien parti d'ailleurs pour. Mais ça va être positif. Nous, ce qu'on veut exprimer, c'est des prises de parole, c'est ça? Bien sûr. Ce qu'on veut, c'est affirmer nos valeurs, ce qu'on fait, faire de la pédagogie, exprimer nos points de vue, et donc c'est à ça que sert ce rendez-vous. Alors tout le monde ne sera pas là, notamment Michel Picon, c'est le président de l'organisation patronale U2P, c'est des petites entreprises de proximité. Il était ce matin dans le studio d'RTL au micro Thomas Soto, on l'écoute et vous réagissez ensuite à ce qu'il a dit. Je reprends un mot, Michel Picon, que vous avez utilisé tout à l'heure. Tout le monde participe à l'instabilité politique. Le MEDEF aussi participe avec cette mobilisation? Oui, je pense que dans cette période, il participe à l'instabilité politique. Que l'on critique, nous, depuis un an, et jusqu'à présent, que nous critiquions ensemble avec le MEDEF. Le MEDEF contribue à l'instabilité politique. Il a eu des mots, notamment ceux-là, assez durs envers le MEDEF. Oui, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Exprimer ses valeurs, ce n'est pas participer à une instabilité, bien au contraire. C'est juste prendre part au débat public à un moment qui est crucial pour notre pays. Donc voilà, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Ce que je sais, c'est qu'il y aura des artisans, des commerçants à Bercy, le secteur productif. C'est un événement qui est ouvert à tous. Et bon, tout ça, c'est la petite histoire, si j'ose dire, et les défis qui nous attendent sont bien plus importants que de savoir ce qu'un tel ou un tel a déclaré. Sébastien Lecornu est en train de constituer son prochain gouvernement et sa feuille de route pour le budget. On attend la nomination d'ici la fin de semaine normalement. Qu'est-ce que vous souhaitez envoyer comme message au Premier ministre ? On a besoin de continuer ce qui a été amorcé depuis 2017. On a besoin de soutenir nos entreprises dans un moment qui est encore plus difficile, j'allais dire, que les périodes précédentes, parce que cette concurrence internationale, on parle beaucoup des sujets franco-français, mais il y a quand même et vous êtes en charge de l'Europe, exactement, au MEDEF. Donc vous avez un regard très précis et aigu sur la situation de nos voisins. Il faut sortir de nos frontières, sinon on va en crever. Il faut aller au-delà, il faut se projeter. Le monde change à une vitesse extrêmement rapide. Il faut qu'on arrive à adapter notre modèle social auquel on est attaché. Il faut qu'on arrive à l'adapter aux réalités contemporaines. Ça ne sert à rien de se mentir.
Les problèmes, ils sont devant nous. Donc, il faut que quelqu'un les règle. Et donc, le plus tôt sera le mieux. Quelles leçons particulièrement on a à tirer de nos voisins européens ? Ne serait-ce que la retraite, qui est quand même un des principaux poids de la dépense publique. Sur la retraite, si vous regardez nos voisins, l'âge de départ légal à la retraite est plus élevé. Vous avez des pays où c'est 67 ans, des pays qui envisagent 70 ans, 72 ans. Donc, je veux dire, on en est très loin. Nous, on est à 64 ans et on a des débats pour savoir s'il ne faut pas repasser à 62 ans. Donc, je crois que là, c'est un contresens historique. Les pays qui nous entourent ont les mêmes problématiques et ils font les mêmes choix. Donc, il faut s'interroger. On ne peut pas avoir raison tout seul, c'est pas vrai. Je dirais qu'on a fait les 35 heures, on était tout seul. L'ISF, on est quasiment tout seul. Si c'était des solutions qui marchent, les autres pays ne sont pas plus bêtes que nous. Ils les auraient adaptées, ils les auraient copiées. Vous êtes effectivement donc vice-président au MEDEF, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Vous avez cofondé Aera Group en 2015. C'est de la finance carbone. Vous êtes également président de l'immobilière 3F. Ici, c'est du logement social dont on parle. Qu'est-ce que vous... je parle au chef d'entreprise que vous êtes, Fabrice Le Sachet. Pourquoi vous êtes devenu chef d'entreprise ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin, vous ? Quand on est chef d'entreprise, on aime créer. Moi, ce que j'aime, c'est créer, c'est avoir un projet en tête et le voir se concrétiser. Et puis, c'est remporter des batailles commerciales, réussir à capter l'intérêt de clients, réussir à signer des contrats, déployer, et puis avoir le résultat sonnant et trébuchant de ça, qui est gagner de l'argent. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper important que nos boîtes gagnent de l'argent, fassent du profit, du résultat net, distribuent des dividendes pour attirer des capitaux. Je pense qu'on parle beaucoup du rôle social, sociétal, etc. de l'entreprise. Mais le moteur de tout ça, si vous voulez former les salariés, si vous voulez distribuer des bonus, si vous voulez bien les payer et les augmenter, il faut qu'on produise et il faut qu'on produise des services et des biens à forte valeur ajoutée. Il faut que nos entreprises gagnent de l'argent et gagnent beaucoup d'argent. C'est comme ça aussi qu'on paiera des cotisations plus élevées pour nos régimes sociaux, etc. Et donc, je trouve que c'est passionnant de devoir justement naviguer dans ce monde et trouver des chemins. Vous parliez de finance carbone, mais nous, aujourd'hui, on s'est par exemple diversifié dans le trading de matières plastiques recyclées, de biocarburants. On regarde toutes les matières premières vertes de l'économie circulaire sur le continent africain. Et donc, aujourd'hui, on est un groupe de trading de matières premières vertes. Et donc, c'est assez passionnant de voir aussi la vie que peut avoir une entreprise au gré des opportunités et puis de travailler des sujets qu'on ne connaissait pas. Moi, il y a quelques mois, je ne connaissais absolument rien à la logistique, à l'industrie, au plastique, entre guillemets, d'un point de vue opérationnel. Et je trouve que c'est passionnant, quand on est dans une entreprise, de se lancer là-dedans. Et je le dis parce qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de réussir en France. On ne les voit pas suffisamment, on ne les entend pas assez. Il y a une soif de réussite dans ce pays qui est absolument... Mais il y a une soif d'entreprendre, on le voit dans les statistiques, mais pas d'entreprendre, de réussite. Il y a une ambition. Et je pense que ce nivellement toujours par le bas qu'on entend ici et là dans le débat public, c'est absolument déprimant. Vous allez beaucoup sur le terrain, c'est ce que vous entendez ? Ah ben oui, bien sûr. Vous êtes beaucoup en déplacement. Bien sûr, il y a mais bien sûr, on voit. J'étais dans le Périgord, une scierie industrielle qui a racheté 5 sites et qui a un produit pour le stockage des fruits et des légumes. Un autre entrepreneur dans ce même département, ils étaient 4 au début, ils ont créé un leader mondial de la selle de cheval. Ils étaient 4, ils sont 900. Une entreprise agroalimentaire qui a créé en France de la production de caviar. Et d'ailleurs, ils ont aujourd'hui des problèmes de concurrence déloyale des Chinois sur le caviar aussi. Donc voilà, ça peut paraître. Donc, il y a une soif d'entreprendre bien sûr, sur le territoire. On peut tout faire si on nous laisse les moyens de le faire. Et ce pays, il est extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'on va à Bercy le redire. Ce pays, il a un potentiel incroyable. On l'aime et on veut que ça réussisse pour tout le monde. Merci Fabrice Le Sachet d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Il y a 2 ans, le jeune Thomas mourait d'un coup de couteau dans un bal à Crépol. À ce jour, aucun des mis en cause ne reconnaît avoir porté le coup pour faire émerger la vérité. La justice française procède actuellement à la reconstitution numérique du drame de Crépol. C'est un procédé inédit pour établir les responsabilités de chacun des suspects le soir du 18 novembre 2023. Timothée Delem, vous êtes justement à Valence. C'est là où se déroule cette fameuse reconstitution.
Oui, absolument, Anne-Emmanuel, devant ce tribunal judiciaire de Valence. C'est ici que cette reconstitution inédite est en train de se terminer après 10 jours d'enquête où effectivement les 14 suspects mis en examen ont été entendus. Les 53 parties civiles également étaient invités à participer aux échanges. Et je suis avec Maître Denis Dreyfus. Bonjour, merci d'être avec nous. Avocat d'une quarantaine de parties civiles, vous avez participé activement évidemment à ces échanges. Et puis Emmanuel Place est avec nous. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association des victimes du bal de Crépol et vous étiez présente le soir du drame, donc le 19 novembre 2023, il y a près de 2 ans maintenant. L'objectif de cette reconstitution numérique, c'est évidemment de tenter de corroborer, de tenter de vérifier les différents témoignages. Racontez-nous d'abord, maître, comment ça se passe concrètement une reconstitution numérique? Quels sont les avantages, les inconvénients par rapport à une reconstitution classique? C'est, on peut le dire, une première dans un dossier d'une telle importance qui a ému notre pays entier. Habituellement, une reconstitution en matière criminelle, on va sur le terrain, en l'espèce la salle des fêtes de Crépol, devant cette salle des fêtes où le drame s'est déroulé. Mais là, c'était difficile parce qu'il y avait des critères de durée de cette reconstitution sur près de 2 semaines et puis des risques de troubles à l'ordre public. Et donc, les magistrats instructeurs ont associé l'ensemble des avocats au mois de juin pour nous proposer que l'on vienne au palais de justice, dans la salle où seront jugés potentiellement l'ensemble de ceux qui seront envoyés devant la juridiction, c'est la salle de la cour d'assises, et tout a été fait avec un laboratoire spécialisé qui va, sur l'aide de l'informatique, incrémenter sur la scène de crime reconstituée de manière numérique la position des uns et des autres avec des avatars, ces espèces de petits sujets virtuels pour définir les positions et la place de chacun. Une reconstitution donc en 3D, comment est-ce que ça s'est passé techniquement et est-ce que ça a permis d'avancer dans cette enquête? Alors c'est à saluer vraiment le travail considérable qui a été mené par les juges d'instruction avec l'accord du parquet mais aussi des avocats, de faire en sorte que l'on travaille dans de bonnes conditions et chaque jour ou chaque demi-journée, il y a l'un des mis en examen qui a été amené à s'avancer devant les juges d'instruction et l'on a découpé la scène de crime de Crépol à partir de 2h01, c'est-à-dire au moment de la diffusion de la dernière musique, au moment où il y a eu un incident de rien, parce que des cheveux ont été tirés, parce qu'il y a eu une réflexion vis-à-vis d'un mis en examen et qu'on l'a peut-être appelé Chiquita, et que tout ceci va déraper à partir de 2h01 jusqu'au drame que l'on connaît. Et l'on a décomposé de manière millimétrique l'ensemble de la scène à partir donc de cet instant à 2h01 jusqu'à la sortie de la salle, en passant par le sas avec des versions différentes, de savoir s'il y avait une table, s'il y avait des verres, vous voyez, quelle était la masse de personnes qui se trouvaient à tel endroit, jusque devant la salle des fêtes, où là, la bagarre va malheureusement atteindre son paroxysme avec la mort de Thomas. Et tourner donc au drame, reconstituer minute par minute le fil de cette soirée. Est-ce que les mis en examen, ils sont 14 on le rappelle, est-ce qu'ils ont coopéré, est-ce qu'ils ont collaboré au travail des enquêteurs, est-ce qu'ils ont pu exprimer un certain nombre de choses qui permettent là encore de faire avancer l'enquête? Alors les juges d'instruction avaient l'ensemble des dépositions qui ont été faites en garde à vue devant eux, puis au cours de la procédure. Les experts avaient connaissance également de ces éléments, donc ils ont pu numériser tous ces paramètres. Et puis chacun est venu s'expliquer. Et ce que l'on ressent, me semble-t-il, au terme de cette reconstitution, c'est que les choses se sont bien passées dans une certaine dignité. Il y a quelques sourires et regards des mises en examen qui ont fait mal aux victimes parce que c'était un peu de la nature de la provocation, en tout cas ressentie comme telle par rapport au drame. On a parlé effectivement de ricanements, de regards un peu appuyés, un peu provocateurs de la part de certains mises en examen. Vous le confirmez?
Je le confirme, et on était vraiment dans une sensation bizarre avec cette reconstitution numérique, c'est-à-dire une image virtuelle, et pourtant on connaît la réalité du drame, c'est-à-dire la mort d'un gamin et puis 3 autres victimes, puisqu'on est sur une triple qualification de tentative de meurtre en bande organisée, au-delà du meurtre de Thomas. Et donc oui, on avait cette espèce de sentiment bizarre entre des jeunes qui vivent dans un monde quasi virtuel accompagnant l'image et puis la réalité et la souffrance de ces victimes. Et ça, c'est assez désagréable. Emmanuel Plat, je me tourne vers vous quand même sur cette attitude de certains de ces mises en examen, 2 ou 3 qui auraient donc eu une attitude provocatrice. D'abord, est-ce que ça vous a surpris quelque part ? Oui, ça m'a surpris dans le sens où ils sont déjà mis en examen, donc on suppose qu'ils au mieux, il vaut mieux se tenir, quoi. Et finalement, on est arrivé, oui, avec, on a eu des regards insistants, puis ils n'ont pas beaucoup de respect même pour les juges, le procureur, ou la procureure. Voilà, quoi, ils ont une façon de parler qui est complètement inadaptée. On va dire ça, inadaptée, et c'est choquant. Et je rappelle que vous étiez présente le soir du drame sur ce bal de Crépol. Vous faites même partie de l'organisation de cette soirée. Comment avez-vous vécu ces 10 jours ? Difficile. Alors moi je suis pas venue tous les jours parce que je travaille et que c'est compliqué de se libérer 10 jours de son travail. Je suis venue en premier lieu pour écouter les victimes qui ont été aussi auditionnées au début, les 2 premiers jours. Je suis venue le mardi parce que mon conjoint était auditionné, donc je voulais être là pour l'épauler. Et puis du coup, je suis restée toute la journée pour voir les autres, savoir comment ça allait se passer pour eux, parce que c'est quand même 4 heures d'audition, c'est beaucoup, 4 heures, 4 heures et demie, à devoir se ressasser tous les mouvements dans le moindre détail. Évidemment, on en oublie, au bout de 2 ans, il y a des choses que pour nous, c'est un détail qu'on n'a pas enregistré, mais qui peut être important pour la justice. Et puis après, je suis revenue pour avoir un peu les dires de ces gens-là. Et je reste un peu sur ma faim. Et vous avez été, ainsi que les autres victimes de ce drame, confrontés à ces mises en examen, à ces suspects. 9 sont en détention provisoire, on le rappelle. Comment l'avez-vous vécu? Qu'avez-vous ressenti? Parce que ça reste une confrontation qui, j'imagine, est assez douloureuse pour vous et pour les autres victimes. Alors moi, j'ai un avantage, c'est que je ne suis pas du tout physionomiste. Donc leurs visages ne m'ont pas fait peur dans le sens où je ne me rappelais pas de leur visage. Après, ça me permet maintenant de remettre vraiment un visage sur des silhouettes que j'avais. Mais pour d'autres, c'est très compliqué, oui, de se retrouver face à eux avec leur regard. Parce que pour beaucoup, les victimes disent, moi, j'ai vu que leur regard, quoi. Et c'est difficile, oui, c'est pas anodin. Vous disiez à l'instant, restez peut-être un peu sur votre faim. Pour quelle raison? Parce que nous, partie civile, on pensait avoir des réponses à nos questions à nous. Et en fait, on n'a pas les réponses qu'on voudrait. On voit que les choses divergent entre ce qui a été dit une première fois, dit une deuxième fois. Enfin bon, chaque reconstitution est vraiment différente. Donc en fait, on n'a pas le... On ne sait pas, quoi. Pour nous, on reste sur notre faim dans le sens où on ne sait toujours pas, quoi. Maître Denis Dreyfus, sur ces témoignages des différents suspects, est-ce que vous avez pu quand même repérer certaines incohérences dans les différents témoignages, encore une fois, pour tenter de déterminer qui est l'auteur de ce coup mortel? Oui, je reprends votre terme cohérence, parce qu'à un moment donné, il y a une colonne vertébrale qui se crée dans un dossier, avec les dépositions et puis avec les éléments matériels. Il y a eu beaucoup de travail de réaliser sur les indices, sur la scène de crime, sur la téléphonie. Et petit à petit, l'étau se resserre. Et les incohérences des uns et des autres apparaissent au grand jour. Et donc, on va mailler dans un travail de synthèse le travail de la reconstitution numérique, avec la police scientifique, qui n'a pas fini d'ailleurs de complètement parler, les traces ADN, les traces de sang, il y a des expertises qui sont encore en cours. Et on va s'apercevoir que de ces incohérences, il y a plus qu'une probabilité.
il y a quelque chose qui s'affine sur des victimes qui ont reçu des coups de couteau et la proximité d'un certain nombre de mises en examen avec ces victimes. Alors bien sûr, aujourd'hui, et pour la plupart, dans cette reconstitution numérique, c'était courage fuyons et il n'y en a personne qui se trouve en proximité de la victime qui a été blessée. Pour autant, il y a cette réalité qui est tenace de ces victimes, de la vraisemblance. Et aujourd'hui, c'est le dernier mise en examen qui est interrogé, qui lui a reconnu avoir pris un couteau, l'avoir brandi. Et l'on se rapproche effectivement de ce cercle plus concentrique qui va nous amener à pouvoir identifier, me semble-t-il, en tout cas par la cohérence et la raison, l'auteur le plus proche de celui qui a atteint Thomas. Mais leur silence, je voudrais vous le dire aussi, c'est important, il est une sorte de piège. Parce qu'on est sur une qualification de meurtre en bande organisée. Et par leur silence, qui a régné pendant ces 2 semaines, il fortifie finalement cette notion de bande organisée. C'est la loi du silence. Et bien vous en tirerez aussi les conséquences et les risques au terme des poursuites. Ce qui pourrait effectivement mener donc à une non-individualisation des peines si cet effet de groupe persiste effectivement avec des mises en examen qui pour le moment ont vraiment cet aspect de bande. Aucun ne veut être finalement celui qui a balancé le nom du suspect. Exactement. C'est le risque qu'ils prennent. Je ne veux pas parler, eh ben mon petit, tu encours le maximum des peines qui sont prévues par la loi. Et si tu avais 2 doigts de courage et d'humanité, tu te lèverais et tu viendrais dire « Oui, j'ai déconné ce soir-là dans ce groupe qui était celui de Roman et qui est venu semer la terreur dans ce bal et je prends mes responsabilités. » Mais ne rêvons pas, ce n'est malheureusement pas dans les gènes et dans l'esprit de ces garçons. Et ce qui est dramatique, et moi ça m'a frappé, c'est qu'on est confronté à des jeunes, des très jeunes, des gamins, qui n'ont pas un casier judiciaire extraordinaire, mais qui s'enquistent à l'heure actuelle dans l'absence de toute réflexion dans leur propre intérêt et de toute humanité, qui est la moindre des choses qui est due à ces familles. Vous avez le sentiment qu'ils sont prêts à aller en prison plutôt que de balancer le nom de celui qui a porté ce coup mortel ? Je crains malheureusement que certaines de nos générations, dont ils sont le reflet et que l'on a vu dans d'autres dossiers, dans finalement un acte de violence gratuite, pour rien, parce qu'on a sorti les couteaux, parce qu'il y a eu une réflexion, parce qu'il y a eu un mauvais regard, parce qu'il y a eu un problème de cigarette, c'est ce que l'on voit au quotidien, eh bien oui, on arrive à cette situation de préférer finalement la prison à la vérité et de considérer que dans notre société, en tout cas dans le monde carcéral ou dans le monde des cités, on peut gagner quelques galons par de tels comportements. Vous avez évoqué le témoignage aujourd'hui même du principal suspect dans cette enquête. Ce qui se dit à Romans-sur-Isère, c'est qu'au fond tout le monde sait qui a porté le coup mortel. L'enquête peut-être permettra de le déterminer. Qu'est-ce qui est sorti de sa prise de parole ? Bien souvent, dans un certain nombre de dossiers, il y a la vérité qui court les quartiers, les cités, que les policiers ou les gendarmes connaissent, mais malheureusement, il faut l'écrire dans le marbre sur le plan judiciaire, et ça, c'est plus compliqué. Voilà, moi, je suis confiant parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes avant le procès d'assises, et puis le propre même d'une audience aux assises, c'est cette espèce de catharsis, parce qu'on sera plus dans une dynamique d'audience par rapport à cette reconstitution, pour enfin faire émerger cette vérité. C'est ce qu'on peut souhaiter. Et justement, Emmanuelle Place, vous avez encore confiance, vous espérez que cette vérité puisse émerger un jour ? Oui, on espère que la justice soit rendue de toute façon. Alors pour nous, partie civile, on aimerait quand même bien que la bande organisée reste bande organisée, parce que pour nous, on l'a ressenti comme ça. Ils sont venus attaquer ensemble. Il n'y avait pas de distinction. Donc pour nous, je dis bien nous, partie civile. Après, la justice fera son travail. C'est elle qui décidera, évidemment. Nous sommes aujourd'hui 2 ans, quasiment jour pour jour, après ce terrible drame. Comment relisez-vous les faits ? Comment relisez-vous cette soirée aujourd'hui ? C'est-à-dire, comment relisez-vous ? Comment est-ce que, quand vous repensez à ce qui s'est passé ce soir-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
De la colère, ça c'est sûr, de la tristesse, et puis voilà, une soif de justice en fait, juste que ces jeunes prennent à hauteur de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont tué quelqu'un, ils ont détruit une famille entière, et ils ont détruit beaucoup d'autres familles, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes ce soir-là, il y a des jeunes qui se sont toujours pas relevés, qui ont arrêté l'école, qui ont arrêté de travailler, et voilà. Pour une chose futile, en fait, ils sont capables de démonter une famille complète ou des gens, et ça leur fait aucun... Enfin, ils n'ont aucun souci là-dessus, ça les gêne même pas. Enfin, c'est un peu l'impression qu'on a, quoi. Et c'est un village tout entier qui est touché depuis 2 ans. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui à Crépol? Est-ce que ce village, est-ce que les habitants arrivent peu à peu à se reconstruire, ou bien finalement ce qui s'est passé, ce drame est encore toujours dans toutes les têtes? Alors ce drame est toujours dans toutes les têtes, mais nous sommes un village un peu d'irréductible, on va dire. Non, on a pris le parti pour notre village et les villages autour, parce que c'est toute une contrée, c'est pas que le village de Crépol, hein. Ça draine vraiment plusieurs villages. Et nous, la partie... On a envie de se dire, c'est que la vie continue et on ne va pas leur donner raison. En fait, on n'a pas envie d'avoir peur. Donc effectivement, tout l'été, les balles de village continuent. Nos enfants vont dans les balles, même si pour nous c'est très compliqué, mais ils y vont quand même. Parce que la vie continue et il ne faut pas leur donner raison. En fait, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui viennent nous terroriser dans nos contrées ou même à nulle part. On est en France, on est dans un pays libre, on a le droit de faire la fête. Voilà, c'est pas parce que quelques personnes ont décidé que ce serait autrement qu'on devrait se plier à leurs objectifs, en fait. Maître Denis Dreyfus, la question qu'on se pose, la question que tout le monde se pose dans cette affaire, finalement, c'est est-ce qu'un jour, nous connaîtrons la vérité? Nous connaîtrons une vérité judiciaire. Est-elle proche de la vérité de cette nuit noire de Crépol? J'en doute quelque peu. Mais après, c'est à nous tous à faire œuvre de justice. On se doit en tout cas dans ce dossier à une réponse d'excellence. Cette reconstitution numérique, elle faisait partie de cette obligation, et la justice a ce devoir face à la mort inacceptable d'un adolescent qui ne demandait qu'à vivre. Merci beaucoup, Maître Denis Dreyfus. Merci, Emmanuel Place, pour votre témoignage. Cette reconstitution numérique doit donc prendre fin ici dans la journée. Le procès, lui, devrait pas se tenir avant fin 2026, peut-être même 2027. Vous l'avez compris ici. Tout est suspendu, évidemment, au travail des enquêteurs. Et pour la famille de Thomas, pour l'ensemble des victimes, il va falloir, bien sûr, s'armer de patience. Merci Timothée Delem, merci à Camille Jaïr qui vous accompagnait pour les images. Bonjour François Suchel. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes pilote de ligne, photographe, réalisateur et auteur de ce livre « Même les poissons volent ». Ça fait plus de 30 ans que vous êtes pilote de ligne, 30 ans à piloter des avions. Est-ce que vous savez combien ça fait de tours du monde, ça ? Un certain nombre, parce que j'ai à peu près 19 500 heures de vol, donc je crois que j'en parle au début du livre, autour de 300 tours de la Terre. 300 à peu près, tours de la Terre. En termes de kilomètres. Mmh. Oui. Vous avez écrit ce livre, c'est une enquête sur le fret aérien. Comment on passe de pilote à enquêteur et pourquoi on passe de pilote à enquêteur? Quelles ont été vos motivations? Le point de départ, je pense, c'est une quête de sens. C'est savoir un petit peu à quoi je sers, à quoi je participe en tant que pilote. C'est pas mon premier livre, donc c'est vrai que les livres précédents étaient aussi sur un registre de quête de sens, mais dans d'autres thématiques. Et en fait, le point de départ, ça a été pendant la pandémie de Covid, où nous étions tous confinés. Le monde entier était confiné. Mais vous étiez aux manettes d'un avion. Voilà, les pilotes continuaient quand même à voler. Alors, on volait beaucoup moins que d'habitude, mais on volait parfois un vol par mois avec des cabines vides, mais les soutes pleines. Voilà, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde interdépendants, avec des chaînes de production qui sont disséminées sur différents continents. Et donc, on peut difficilement se passer de cette hypermobilité des marchandises. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de me plonger dans cet univers. Vous avez eu envie d'ouvrir finalement les soutes, de voir ce qui était dans vos soutes, parce qu'un pilote de ligne peut transporter des passagers et de la marchandise ?
Oui, tout à fait. Il n'y a pas que des avions tout cargo. On en a aussi. Air France a 2 777 cargo. Et il existe des compagnies qui ne font que du cargo. Mais notamment grâce à cet avion, le Boeing 777, qui a des capacités de charge intéressantes, qui peut en même temps avoir des passagers, le plein de passagers en cabine, et également du potentiel pour transporter des conteneurs et des palettes de fret. Donc bien souvent, les deux sont liés, et en même temps que les passagers, il y a de la marchandise. Et quand on est pilote de ligne, donc avec des passagers, on sait ce qu'on transporte ou pas alors ? Pas toujours. On sait les marchandises réglementées. Il y a une réglementation qui fait je ne sais pas combien de pages et qui, pour tous les marchandises dangereuses, donne obligation de prévenir le commandant de bord, de respecter tout un tas de règles. Donc toutes ces marchandises-là, on est au courant. Après, le reste, souvent ce qu'on appelle les achats consolidés, c'est-à-dire des transitaires qui groupent des demandes de différents clients. Quand c'est, je ne sais pas, des ordinateurs, des vêtements, etc., on n'est pas forcément au courant. Les services du fret sont au courant, puisque tout ça est inscrit sur ce qu'on appelle la lettre de transport aérien. C'est justement la LTA, ce document que j'ai un peu décortiqué. Mais voilà, bien souvent, en fait, on sait très peu de choses sur ce qu'on a dans les Mais sur un vol de ligne, quelle est la proportion entre... c'est d'abord beaucoup de passagers, mais la proportion des marchandises, elle peut être très, très importante aussi ? Ah bah oui, par exemple, sur, je sais pas, un vol vers les dom-toms, où on a le fret aérien, c'est un enjeu majeur de nos territoires d'outre-mer. Eh bien, on peut avoir 35 tonnes, par exemple, passagers plus bagages, et puis 20 tonnes de fret. Voilà, donc c'est une proportion importante, oui. C'est ça, c'est l'apparition du 707, hein, c'est ça, qui fait... ou c'est le 777 ? Le 707, c'est le premier avion à réaction qui a... on va dire, raccourci beaucoup les distances entre les continents et qui, effectivement, a fait exploser le fret aérien. Le fret aérien sur les relations transatlantiques. Oui, vous dites, il divise par 30, j'ai appris ça, le temps de parcours d'une marchandise d'Extrême-Orient en Europe. Concrètement, on est passé de 3 semaines en bateau avec 15 heures en avion, en fait. Oui, c'est ça, à peu près à l'époque du 777. Ça a été vraiment révolutionnaire. Pas du 777, pardon, du 707. Et puis, dans les années plus récentes, ce 777 qui permet de transporter en même temps des passagers et des marchandises a également permis à contribuer au développement du Avant fret. de venir aux marchandises, et c'est vrai que ce balai autour de nos têtes est assez étourdissant quand on vous lit. J'ai appris que 1000 gros porteurs traversent chaque jour l'Atlantique et qu'il y a 6 autoroutes, c'est ça ? Racontez-moi cette organisation des autoroutes des avions, parce que c'est assez incroyable. C'est ce qu'on appelle les tracks. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les tracks. 6 autoroutes. Oui, 6 ou 7, ça dépend des jours, ça dépend des vents. Voilà, c'est des cheminements en fait qui sont dessinés le matin et le soir et qui organisent en fait le trafic aérien au-dessus de l'Atlantique. Et non seulement il y a ces autoroutes, mais il y a des étages, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les avions sont étagés de 1000 pieds les uns au-dessus des autres. Donc c'est vrai que quand on vole au-dessus de l'Atlantique, eh bien souvent, de visu, on voit d'autres avions au-dessus, à côté et en dessous. Ça demande donc beaucoup de vigilance. Beaucoup de rigueur, beaucoup de vigilance, beaucoup de rigueur dans les clearances, on appelle ça, les autorisations que nous donne le contrôle aérien. On vérifie, on contre-vérifie, parce que c'est vrai qu'il suffit de se tromper dans les insertions qu'on met dans la machine pour que on prenne une mauvaise bretelle et que donc on se trouve en conflit avec un autre avion. Donc voilà, mais bon, ça fait partie du métier. De la vigilance. Donc avec vous, et à travers cette enquête, eh bien, on ouvre les soutes et on découvre un monde où tout vole, même les poissons. C'est des poissons frais ? Oui, alors ça peut être des poissons frais. En fait, ce qui est important de dire dans cette enquête, c'est que j'ai essayé de tirer un petit peu le fil. Mon point d'entrée, souvent, c'était les représentants du cargo dans les escales. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était les petites mains. C'était de donner un visage un peu à cette mondialisation, à ce monde marchand. Au bout du compte, il y avait des vrais pêcheurs, des artisans. Vous êtes allé à leur rencontre. Donc, par exemple, sur la thématique du poisson, eh bien, j'ai rencontré un pêcheur à La Réunion qui m'a emmené pour une campagne de pêche de 24 heures. Donc, j'ai vu comment il travaillait.
voyait comment il étalait sa long line qui fait 80 km de long, 80 km. Et lui, c'est un artisan. Il pêche avec son fils. Il essaye de transmettre son savoir-faire à son fils. Et effectivement, il exporte son thon jusqu'à New York. Donc, quelques jours plus tard, j'ai été à New York. J'ai parcouru les rues de New York. Je savais que son thon était vendu dans les... part sur les étals. Voilà, dans les étals d'une fameuse marque américaine. Et donc, je suis allé dans ces magasins pour voir le thon de Charles. C'est effectivement le fil conducteur de tout ce livre, de partir des producteurs et de montrer à quel point ce marché est international. Il y a même des dindes qui naissent en Bretagne le matin et le soir qui se retrouvent à l'île Maurice, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça, et on a aussi ce même genre de process, les poussins d'un jour, dans nos départements d'outre-mer, parce que, par exemple, à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de consommation de poulet. Ils mangent peu de bœuf, mais beaucoup de poulet, et la filière, il n'y a pas de filière reproductrice qui permettrait de nourrir les 800 000 habitants de l'île. Faire un écosystème. Donc, 6-7 fois par mois, eh bien, les avions transportent des poussins d'un jour qui naissent en Bretagne le lundi matin, et le mardi, ils arrivent dans les élevages. Alors voilà, moi j'essaye de ne pas apporter de jugement sur tous ces mouvements. Je les expose, je les donne à voir. Oui, vous les racontez très bien. Pour que chacun se fasse son opinion sur le bien fondé de tous ces mouvements qui correspondent à nos modes de vie, à nos modes de consommation actuels. Il y a même des chevaux de course qui prennent des avions. C'est ça. Vous rencontrez Sarah, qui est une palefrenière très particulière. Palefrenière volante. Ben oui, alors ça, les chevaux, c'est sur les avions tout cargo, par contre. On n'a pas de chevaux sur les avions passagers. Mais effectivement, il y a beaucoup de mouvements de chevaux, que ce soit pour la reproduction, pour les compétitions. Le centre du monde du cheval, notamment pour le saut d'obstacles, c'est près de Miami, en Floride. Et donc, il y a tout un univers qui se retrouve là pendant l'hiver pour faire des compétitions. Après, les chevaux repartent en Europe pour la tournée des compétitions estivales. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de reproduction. En Normandie, on a des fameux haras en France, mais il y a aussi il y a aussi des espèces, on va dire, allemandes et hollandaises qui sont aussi très prisées. Et donc, il y a tout un écosystème qui utilise l'avion pour se déplacer. Il y a les fleurs aussi qui prennent l'avion. J'ai appris en lisant votre livre que chaque semaine, c'est 35 Boeing 777, des cargos qui partent de Nairobi pour Amsterdam. Les roses, ouais. Ça, c'est uniquement pour les roses. Ça représente 3500 tonnes. C'est vrai que c'est des chiffres qui m'ont beaucoup surpris. Je les ai fait répéter plusieurs fois à mes interlocuteurs parce que je me disais, c'est pas possible. Donc, c'est 5500 tonnes de fleurs chaque semaine. Et ça, c'est juste pour le Kenya. Parce qu'effectivement, sur les pays de la ceinture équatoriale, en se mettant un peu en altitude, on arrive à avoir un climat tempéré quasiment toute l'année. Donc, pouvoir produire des fleurs qui ne sont pas tropicales toute l'année. Et il faut savoir que quand on achète un bouquet de roses pour son amoureuse ou son amoureux à la Saint-Valentin, c'est au mois de février. Et les fleurs ne poussent pas, les roses ne poussent pas naturellement au mois de février. Et le paradoxe, c'est vrai que si ces fleurs ne viennent pas du Kenya, si ces roses ne viennent pas du Kenya, elles viennent probablement des serres qui sont chauffées au gaz aux Pays-Bas, par exemple. Donc le bilan carbone global n'est pas meilleur pour les serres chauffées en plein hiver que pour les roses qui viennent du Kenya. Et tout ceci, évidemment, fait vivre des centaines de milliers de personnes dans ces pays comme le Kenya. Et j'ai rencontré notamment une ouvrière dans une ferme de fleurs qui m'a beaucoup touché, qui venait d'une région très pauvre de l'ouest du Kenya et qui a gravi comme ça les échelons de son entreprise pour devenir un peu une sorte de contremaître. Et aujourd'hui, grâce à elle, il y a toute sa famille qui vit. Donc c'est aussi ça qui rentre dans la balance et qui fait toute l'ambiguïté de cette mondialisation. C'est aussi des vies de vrais gens qui survivent ou vivent grâce à ça. À la mondialisation, il y a des emplois qui sont créés et par ailleurs, il y a évidemment des impacts aussi importants. L'empreinte carbone, évidemment, des vols d'avions qui est un sujet pris au sérieux par les compagnies. On en est où de la recherche d'un carburant moins polluant? C'est une vraie priorité, c'est une vraie préoccupation. C'est une vraie priorité. Alors, à mon sens,
C'est quand même une vraie difficulté aussi parce que bon, les plans de décarbonation parient beaucoup sur ces carburants d'aviation durable. Mais c'est vrai que quand on y regarde de plus près, ça me paraît impossible de les produire à l'échelle. On pourra en produire une petite quantité, mais vu le développement de l'aviation, en réalité, ça ne pourra pas permettre de réellement décarboner l'aviation. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. L'Académie des technologies a sorti une étude il n'y a pas très longtemps là-dessus aussi, sur les carburants. Je ne vais pas détailler ici les différentes filières parce que ça serait un sujet en soi, mais, et c'est un sujet qui est complexe. Mais c'est vrai que la filière la plus prometteuse nécessite énormément d'énergie. Et donc, ça pose vraiment question du point de vue technologique, la faisabilité de cette filière. Votre livre, c'est donc une enquête, hein, on l'a évoqué. C'est une réflexion aussi sur la nature et la place de l'homme. Quand vous survolez, vous, les paysages, vous racontez que vous constatez surtout que vous ne dépassez jamais 15 minutes de contemplation d'une nature sans présence humaine. Il y a un seul quart d'heure, en fait, c'est ça. Il y a un petit quart d'heure de nature. Un petit quart d'heure de nature ça c'est sauvage. Pour les latitudes, on va dire, qui sont inférieures au cercle polaire, parce que, par exemple, quand on rentre de Tokyo, on va au-delà du cercle polaire, et là, évidemment, c'est des régions beaucoup plus sauvages. Mais même dans ces régions-là, il y a de ci, de là, quand même, des traces de présence humaine. Mais dès qu'on arrive dans des latitudes plus tempérées, on va dire, c'est vrai que, oui, l'homme est partout. L'homme impose son empreinte partout, que ce soit par les routes, par les pistes, par les mines, par l'agriculture. Et donc, c'est vrai que c'est un constat qui est assez surprenant et qui me rend parfois un peu nostalgique en même temps l'émerveillement de tous ces paysages, mais de voir que il reste peu de paysages sauvages. Oui, de paysages totalement vierges, on va dire. Parmi ces paysages vierges, de la présence de l'homme, quel est le paysage qui vous a particulièrement ému, vous, François Suchel ? Je dirais, moi, c'est le nord du Groenland, la terre d'Ellesmer, tous ces paysages polaires, en fait, qu'on survole justement en ce moment depuis la guerre en Ukraine. La Russie est interdite de survol aux compagnies occidentales, enfin en tout cas les alliés de l'Ukraine. Et donc, on a une route différente. Et pour revenir de Tokyo, plutôt que de survoler la Russie vers l'ouest, eh bien, on continue vers l'est et on survole ces territoires qui sont où bien souvent on a une lumière rasante avec des glaciers, des sortes de grandes à plat, langues de glace qui paraissent un peu comme de la crème glacée posée sur des roches érodées. Et cette mer à moitié gelée avec parfois des gros icebergs qu'on devine comme ça, qui paraissent tout petits parce qu'on est en altitude. Et oui, ça c'est vraiment des paysages qui à chaque fois, qui nous scotchent, quoi. Et là, ça dure un peu plus d'un quart d'heure, cette contemplation. Oui, ça dure un peu plus d'un quart d'heure. Oui, ça dure plusieurs heures, hein, mais bon, sauf que parfois il y a des nuages, donc quand il y a des nuages, eh bien on voit rien. Mais quand c'est dégagé, c'est vrai qu'on a tendance à se pencher par les vitres et à regarder. Et à savourer le paysage. Vous évoquez effectivement la guerre en Ukraine, parce que dans ce livre, vous parlez aussi de ces conflits qui font que les pilotes doivent changer de route, la guerre en Ukraine, mais le Sahel aussi, aux mains des djihadistes également. Oui, ça c'est une grosse problématique actuelle. On est dans un monde qui est instable au niveau géopolitique. On a sans arrêt des espaces aériens qui s'ouvrent, qui se ferment. Avec une vraie répercussion pour vous. Avec une vraie répercussion, avec des brouillages GPS qui ont des impacts sur nos procédures, qui génèrent des fausses alarmes, avec des évitements qu'on doit faire pour contourner des territoires, comme en ce moment l'Algérie par exemple. On ne survole pas l'Algérie. Donc quand on va du golfe de Guinée à Paris, eh bien, on fait un détour. Donc tout ça nous rajoute pour nos passagers du temps de vol, du carburant. Mais bon, voilà, il faut faire avec et être un peu en mode réel, si j'ose dire, où tout ça évolue en permanence, quoi. Même les poissons volent, c'est à la fois une enquête et une réflexion aussi sur un monde qui va vite, trop vite, peut-être, où tout est accessible. Une réflexion aussi sur le rapport qu'on a avec le temps qu'on a et qui passe.
Oui, complètement. C'est vrai que c'est un peu la conclusion finalement de ce livre, c'est que si on veut vraiment changer les choses, je pense qu'il faut revoir notre rapport au temps. On est dans une accélération permanente. L'avion, c'est un peu le symbole de l'outil ultime de déplacement des flux physiques, où on va très vite à l'autre bout du monde. Et en fait, quand on veut essayer de utiliser moins l'avion, utiliser d'autres modes de transport, eh bien, tout ça nous rajoute du temps. Donc, il faut se réapproprier ce temps et accepter d'aller peut-être un peu moins vite. Et à propos de temps, je dois rendre l'antenne. Merci voilà. François Suchel. Merci à vous. Un très beau livre, très intéressant. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Timothée Delem sera demain aux manettes de l'émission. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne journée sur Le Figaro.